nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Et non, nous ne parlons forcément pas de la même Europe, mais nous parlons peut-être forcément du même espace. Nous sommes de retour à Bruxelles avec Thomas Pesquet, Franck Proust et Katalin Landaburu. Alors, il y a quelques jours, pour la toute première fois, un président de la Commission européenne a effectué une visite en Guyane, à Kourou, sur le site du centre spatial. Jean-Claude Juncker y était en compagnie d'Emmanuel Macron. Alors, c'est une preuve de l'importance de la Guyane pour la recherche spatiale européenne. Pierre-Yves Carlier, il est rédacteur en chef adjoint du quotidien France Guyane. Eh bien, il nous a envoyé ce message pour nous expliquer que le spatial est une activité vitale pour cette région française. L'activité spatiale est un élément majeur de l'économie guyanaise. Elle représente 1700 emplois, 12% du PIB de la Guyane. Et le spatial est un acteur majeur, que ce soit par les millions qu'il investit dans des projets en Guyane ou que ce soit par la surface qu'il occupe, qui est équivalente à la Martinique. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le mouvement social qu'a connu la Guyane en mars et avril a commencé par le blocage de la route menant au centre spatial guyanais et par ce mot d'ordre qui était « la fusée ne décollera pas tant que la Guyane ne décollera pas ». Mais l'histoire du spatial en Guyane n'est pas terminée. Jean-Claude Juncker et Emmanuel Macron, lors de leur visite en Guyane au mois d'octobre, ont rappelé leur ambition de faire de l'Europe la première puissance spatiale mondiale. L'Union européenne est en train d'investir 600 millions d'euros pour la construction du bâtiment d'Ariane 6, dont la construction a commencé, et dont le premier lancement est prévu au mois de juillet 2020. Mais le spatial en Guyane ne passera pas, certains l'espéraient, par des vols habités, puisque les installations techniques du centre spatial ne le permettent pas. Merci, Monsieur Carlier, pour ce message. Katalin Landaburu, vous qui êtes une spécialiste de la question, pourquoi Kourou? Pourquoi les lanceurs d'école de Kourou? Écoutez, je pensais qu'il y avait juste le climat et en fait, j'ai fait une grande découverte. C'est que quand les Français ont décidé de quitter l'Algérie, donc c'était après la guerre d'Algérie, pour trouver un site, ils se sont installés à Kourou pour sa proximité avec l'équateur, à l'instar des États-Unis qui s'étaient installés à Cap Canaveral en Floride ou des Russes au Kazakhstan à Baïkonour. En fait, l'intensité, je prends mes notes, excusez-moi, je ne suis pas encore une spécialiste, mais l'intensité de la pesanteur... On a Thomas Pesquet sur le plateau, c'est Katalin qui nous explique comment ça marche. Non, mais après, je vais voir si effectivement l'intensité de la pesanteur est plus faible à l'équateur qu'au pôle. Et visiblement, ça permet d'économiser du carburant. Visiblement, les Français consomment 27% du carburant en moins et les Russes, 54% en plus. Alors, est-ce que vous confirmez cette information que j'ai réussi à trouver hier? Est-ce que ça fait vraiment une différence? Ça fait une grosse différence. En fait, c'est l'effet de front de la Terre tourne sur elle-même. On lance les lanceurs vers l'Est. Et cette rotation de la Terre, par rapport à l'axe de la Terre, la distance à l'équateur est évidemment bien plus forte que si on monte en latitude. Et du coup, on a un gain en performance qui est significatif si on est proche de l'équateur. Alors, toutes les nations se mettent le plus au sud possible. Pour les Russes, ça a été un peu plus compliqué, mais c'est pour ça qu'ils se sont mis au Kazakhstan. Les Américains à Cap Canaveral. Et nous, on est les champions parce qu'on est quasiment sur l'équateur. Donc, c'est entre autres pour ça qu'Ariane est si performante. Thomas Pesquet, il y a quelques années, je vais vous faire une confidence, il y a quelques années, j'ai dû partir pour Kourou pour commenter un départ de lanceur, justement Galiléo. Et là, je demande à un ami, juste avant de partir, je dis, mais au fait, comment on dit? On dit des astronautes, des cosmonautes, des spationautes. Et là, mon ami me dit, non, ce ne sont pas des vols habités. Donc là, je me suis senti vraiment idiot pour le coup. Après, j'ai potassé avant de faire mon direct. Kourou, justement, ne peut pas lancer des vols habités. C'est ce que nous explique M. Carlier de France Guyane. Ça, c'est un problème pour le développement de l'activité spatiale française? Pour l'instant, on est dans les vols habités. C'est vrai qu'on on avait traditionnellement deux moyens d'accès à l'espace pour des astronautes. C'est la navette américaine, le Soyouz russe. On n'a pas notre propre moyen d'accès à l'espace en Europe. On a des lanceurs pour les satellites, mais pas pour les vols habités. Donc, on fait ça en partenariat. On a étudié la question d'avoir éventuellement le lanceur Soyouz en Guyane. Il peut lancer des satellites, il existe ce lanceur Soyouz en Guyane, il ne peut pas lancer des hommes. Il y a plusieurs raisons à ça. Techniquement, on ne sait pas faire, si on devait se reposer en urgence, depuis la Guyane, on tombe dans la mer. La capsule Soyouz, elle n'est pas faite pour ça. Depuis les steppes du Kazakhstan, on sait récupérer les astronautes sur le dur, sur la Terre. Donc ça, c'est un gros frein. Ariane 5, elle n'est pas faite pour ça. Il faudrait beaucoup d'études, beaucoup de qualifications. Et puis, finalement, il y a aussi peut-être une question un peu politique stratégique. Les Russes sont contents d'avoir ce domaine d'expertise qui est d'envoyer des hommes dans l'espace. Ils en sont très fiers. Ils n'ont pas envie de déléguer ça à quelqu'un d'autre, donc c'est peut-être aussi là que ça bloque. Drapeau européen ou français? Les deux. Drapeaux, c'est amusant, comme nous on se définit toujours comme astronaute européen de nationalité française. Et je pense que c'est la bonne approche. On a chacun sa nationalité, mais ce qui nous réunit quand même, c'est l'Agence spatiale européenne. C'est ça, donc je vois, vous avez un polo ESA, Agence spatiale européenne, mais sur votre manche, vous avez un drapeau français.
C'est la tradition. Et dans le corps des astronautes européens, il y a beaucoup de nationalités européennes, des Italiens, des Allemands, des Anglais, des Danois, des Suédois anciennement, etc., des Belges, des Néerlandais. Chacun est fier d'où il provient, mais c'est vrai qu'on met tout en commun pour réaliser des choses qu'on ne pourrait pas faire au niveau individuel national. Au niveau européen, Franck Proust, c'est une lubie un peu française, l'espace. Au sein de votre groupe Ciel et Espace au Parlement européen, quelles sont les nationalités représentées et actives? Il y a un peu toutes les nationalités, je dirais principalement les nationalités où il existe encore un secteur industriel important. L'Allemagne, l'Italie en particulier, et puis un certain nombre de pays de l'Est également, les Anglais aussi qui sont très présents. Ce qui posera d'ailleurs peut-être un problème, on y reviendra tout à l'heure par rapport au Brexit, mais voilà. À suivre, l'édito de Nicolas Gros-Verred, le spécialiste sécurité-défense. Nous allons parler avec lui des satellites Galileo, l'arme secrète de la défense européenne, car l'Europe serait en fait aujourd'hui l'otage du GPS américain. A tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.